Alors, bonjour à tous et à toutes qui êtes branchés à différents coins du Québec. Je me présente, je suis Hélène Brouillet, courtière de connaissances au projet de recherche Cible Qualité 1, 2 et 3. J'ai travaillé auprès de Pascal Roberge et Louise Fournier durant 8 ans sur ces projets. Je suis également aujourd'hui spécialiste en activité clinique au 6 Montérégie-Est. Je vous souhaite la bienvenue à ce 4e et dernier webinaire de la série Cible Qualité 3, portant sur les interventions psychologiques de haute intensité, évidemment dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux. Ce webinaire est offert par le regroupement stratégique en santé mentale du réseau de recherche en santé des populations en collaboration avec le réseau Canaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance sera enregistrée pour ensuite être rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Le webinaire se déroulera comme suit. Les conférenciers présenteront une synthèse sur l'évaluation de l'efficacité des différentes formes de psychothérapie pour les troubles anxieux et les défis et les troubles dépressifs, ainsi que les défis liés à l'implantation d'une offre de services qui s'appuie sur les données probantes. M. Provencher présentera la psychothérapie comme une intervention reconnue dans les guides de pratique clinique comme étant efficace dans le traitement des troubles de l'humeur et des troubles anxieux. Il nous présentera une synthèse des connaissances sur l'évaluation de l'efficacité des différentes formes de psychothérapie pour le traitement de ces troubles. En particulier, il abordera les conclusions du rapport de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, sur l'accès équitable à la psychothérapie au Québec, ainsi que les recommandations du groupe de travail sur la pratique fondée sur les données probantes des traitements psychologiques émises par la Société canadienne de psychologie. L'importance de l'utilisation des données probantes pour le développement des services psychologiques au Québec sera discutée. Dans un second temps, M. Rodrigue Côté du CIUS de la capitale nationale présentera les défis liés à l'implantation d'une offre de services qui s'appuie sur les données probantes et les meilleures pratiques. M. Côté expliquera la démarche qui a été mise de l'avant pour déterminer quels services psychothérapeutiques individuels et de groupe ont été développés et mis en place dans leur territoire. À la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de connaître différentes approches psychothérapeutiques reconnues comme efficaces, tenir compte des différents facteurs dans le choix d'un traitement psychologique, apprécier les défis liés à l'accès à la psychothérapie fondée sur les données probantes dans le réseau de la santé, connaître les règles qui encadrent la pratique de la psychothérapie au Québec. Nous tiendrons ensuite une courte période de questions et d'échanges avec l'audience. Ainsi, je vous invite à décrire dès maintenant vos questions dans la section Conversation située à gauche de l'écran. Je vous invite également à inscrire dans le module de conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus qu'une personne. Vous trouverez également les documents de la séance à télécharger dans l'encadré « Partage de fichiers ». Vous allez y retrouver le PowerPoint du webinaire ainsi que 2 documents des arbres décisionnels qui ont été développés du côté du CIUS de la capitale nationale. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Martin Provencher, professeur titulaire de psychologie à l'Université Laval, chercheur régulier à l'Institut universitaire en santé mentale du Québec et au Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval. Alors, merci Hélène pour cette présentation. Merci aussi à Pascal Roberge et Louis Fournier pour l'invitation. Donc, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, en fait, j'ai remis la pyramide des soins en étapes parce que c'est un processus qui démarre avec étapes 1, 2, 3 et 4. Et les autres webinaires, en fait, nous ont présenté les 2 premières étapes. Donc, moi, je vais vraiment focuser, mettre l'emphase sur les étapes 3 et 4. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, il n'y aura pas nécessairement une mise en contexte. Donc, il faut prendre l'information en fonction de vraiment qu'est-ce que sont les étapes 3 et 4 et plus spécifiquement, qu'est-ce que les données probantes nous disent au niveau de l'efficacité des traitements psychologiques comme tels.
Donc, j'ai aussi plusieurs acétates. Donc, juste pour vous dire, je vais passer rapidement sur certaines acétates. C'est plus pour vous donner une information de mise en contexte. On va regarder dans un premier temps qu'est-ce que la psychothérapie selon la définition de la loi. On va revoir ensuite les données probantes spécifiquement pour les troubles anxieux et de l'humeur. Le rapport coefficacité aussi de ces traitements psychologiques. Et finalement, on conclura sur les défis reliés au transfert des connaissances dans le réseau de la santé. Okay. Donc, quand on parle de psychothérapie, la loi, le projet de loi 21, en fait, nous a donné une définition qui est la psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations mentales ou tout autre trouble entraînant une souffrance ou une détresse psychologique. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on parle de psychothérapie, c'est vraiment un traitement au même titre que la pharmacothérapie. Donc, on parle d'un traitement pharmacologique dans le cas de la médication, mais la psychothérapie, au même titre, on parle ici d'un traitement psychologique. La psychothérapie est un processus interactionnel structuré entre un professionnel et un client qui se base sur une évaluation initiale rigoureuse, l'application de modalités thérapeutiques basées sur la communication et des moyens reposant sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et s'appuyant sur des méthodes d'intervention validées, respectant la dignité humaine, le cadre législatif et les règles de déontologie. Donc, il y a quelques points vraiment essentiels à retenir ici. C'est que la psychothérapie, ce n'est pas simplement l'application d'un manuel de traitement ou de techniques spécifiques. Il faut que le clinicien fasse une évaluation initiale rigoureuse pour être capable de déterminer justement les difficultés du patient, du client. Elles correspondent à quoi exactement et quel type d'intervention et quelle façon d'adapter l'intervention seront nécessaires. Et aussi, quand on parle de traitement, il y a deux éléments qui sont importants. Pour qu'un traitement soit reconnu, il faut que le modèle théorique, la théorie derrière le modèle théorique soit validée, c'est-à-dire basée sur des connaissances scientifiques démontrées et qu'on peut reproduire. Et non seulement le modèle théorique doit être reconnu et démontré, aussi les techniques qui sont tirées de ces modèles-là doivent être démontrées comme étant efficaces. C'est-à-dire que lorsqu'on applique le modèle théorique, les techniques qui en découlent, on devrait à ce moment-là voir une efficacité de ces différentes interventions basées sur le modèle. Donc, les deux éléments sont importants. Si vous avez un modèle théorique qui fait du sens, mais que les interventions qui en découlent ne sont pas efficaces, le traitement n'est pas reconnu, comme si vous avez des techniques prises isolément, mais qu'il n'y a pas de rationnel théorique qui est associé. On ne parlera pas nécessairement d'un traitement ici qui est démontré. Donc, les psychothérapies, il y en a en fait des centaines, on parlait même de plus de 400 si je me souviens bien. L'Ordre des psychologues, en fait, a regroupé les différentes psychothérapies en 4 grandes familles. Donc, cognitive, comportementale, psychodynamique, humaniste et systémique. Donc, je ne vous fais pas le détail des différentes approches. C'est une définition ici qui est tirée du site de l'Ordre des psychologues, donc vous pouvez le consulter si ça vous intéresse. Et c'est une définition, il y en existe bien d'autres. Juste pour vous dire que quand on parle de thérapie cognitive comportementale, ce n'est pas une approche, mais c'est souvent une famille d'approches qui inclut différentes thérapies. Donc, dans l'orientation cognitive comportementale, il va y avoir la thérapie cognitive de Beck, par exemple, la thérapie motivo-rationnelle de Ellis, l'activation comportementale, la thérapie dialectique behaviorale de Linehan, la thérapie des schémas de Young, etc. Donc, l'entité, la thérapie cognitive comportementale, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une famille de différentes approches qui ont des points communs, surtout associés au niveau de travailler sur les cognitions et comportements et plus récemment les émotions. Même chose pour l'approche psychodynamique, ça peut inclure les approches psychodynamiques brèves, mais aussi les approches plus analytiques traditionnelles. Il y a différentes approches d'orientation psychodynamique qui ont démontré une efficacité pour différents troubles, entre autres la thérapie focusée sur le transfert, la thérapie sur la mentalisation, etc. Les approches d'orientation existentielle humaniste, ici on parle souvent vraiment des approches plus traditionnelles humanistes, donc les approches rogériennes,
la Gestalt, etc., qui sont des exemples d'approches basées plus au niveau de l'aspect existentiel humaniste. Et plus récemment, je vous dirais, quand on parle de l'approche motivationnelle qu'on voit, entre autres, dans les problèmes de consommation, il y a beaucoup de principes d'approche humaniste qui ont influencé l'approche motivationnelle. Et les approches plus d'orientation systémique interactionnelle, on va parler par exemple de la thérapie brève, thérapie familiale, qui en sont des exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette catégorisation-là, elle est arbitraire, elle est subjective, donc c'est une façon de catégoriser là, les différentes approches. Il existe plusieurs autres approches qui ne sont pas mentionnées là, dans les catégories que je vous ai parlé ici. Entre autres, on sait que la psychothérapie interpersonnelle, la PTI, est une intervention qui a été développée pour la dépression et qui a plusieurs données probantes supportant son efficacité. Et il y a d'autres types d'approches qu'on entend aussi parler régulièrement, la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie centrée sur les émotions, la MBCT, etc. Donc, la question ici est pourquoi s'intéresser aux données probantes ou les meilleures pratiques en psychothérapie au Québec? Je pense qu'il faut faire un peu un retour historique. Il y a vraiment un contexte au Québec autour du milieu des années 2000 qui a amené plusieurs initiatives un peu à converger pour mettre à l'avant-plan l'importance de considérer les données probantes et l'accessibilité, l'utilité de la psychothérapie. Moi, je vous dirais, pour les plus vieux peut-être, je ne suis pas si vieux que ça, mais en tout cas, quand même, ça date déjà de 2004. Je dis ça parce que j'enseigne à l'université, puis les étudiants ne connaissent pas ce reportage-là, mais peut-être que vous le connaissez, le fameux reportage à l'émission En Jeu sur les psychothérapies. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est quelque chose qui est à voir absolument. Donc, brièvement, l'Ordre des psychologues avait engagé une actrice qui jouait le rôle d'une patiente déprimée suicidaire et, au hasard, avait pris 5 noms de psychothérapeutes qui s'affichaient dans la région de Montréal, était allé consulter et ont enregistré l'audio de ces rencontres-là. Et je vous dirais, c'est absolument abominable ce qui ressortait. Donc, 4 des 5 psychothérapeutes avaient des actions qui n'étaient pas du tout basées sur les données probantes, même farfelues, à la limite déontologique. Donc, une personne disait que, par exemple, si elle était déprimée, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sorcières qui étaient en action dans la région de Montréal. Une autre personne lui disait que son aura était trop, je pense, orange et qu'elle avait besoin de modifier son aura en lui appliquant une huile d'une autre couleur et se proposait de faire un massage à l'huile, effectivement. Donc, vous comprendrez qu'il y avait des choses assez terribles à ce niveau-là. Donc ça, je pense que ça a aussi contribué beaucoup à cette idée de législation, dans le fond, de réserver le titre de psychothérapeute. Il y a eu d'autres reportages, l'émission Enquête sur la biologie totale, par exemple, qui reprenaient quelque chose de similaire. Mais en même temps, il y a le rapport Trudeau et le plan d'action santé mentale en 2005 qui ont été vraiment, selon moi, une révolution en termes de services et de façon de conceptualiser les services. Le projet de loi 21 sur la réserve du titre de psychothérapeute est entré en fonction officielle en 2013, donc c'est assez récent. Et aussi au Canada, il y a eu un rapport d'un groupe de travail sur les données probantes et le rapport de l'INES, entre autres, qui revenait sur vraiment regarder comment on peut évaluer les données probantes et déterminer l'efficacité des psychothérapies, entre autres pour les troubles anxieux et la dépression et les troubles de l'humeur. Donc ça, c'est une citation dans le plan d'action santé mentale 2005-2010. Donc, par souci de garantir la qualité des services ainsi que l'efficacité et l'efficience du système de soins, le plan d'action prend en considération les mesures dont l'efficacité a été démontrée et les expérimentations documentées et prometteuses. Les connaissances issues de la recherche et de l'expérience doivent contribuer à améliorer les pratiques et les modes d'organisation. Donc, il y a vraiment cette idée dans le changement de pratique, on doit s'attarder à l'efficacité démontrée, donc les données de recherche. Donc, avant de modifier les pratiques, on doit aller regarder qu'est-ce qui a été démontré efficace, comment on peut évaluer ces éléments-là. Tandis que le plan d'action 2015-2020 instaure quant à lui des mesures qui facilitent la consolidation des changements amorcés tout en favorisant l'amélioration des pratiques et la réponse en temps opportun aux besoins diversifiés des personnes utilisatrices de services. Dans un contexte de ressources limitées, les mesures les plus efficientes, efficaces et prometteuses sont favorisées. Donc, on revient encore avec cette idée de
Pour changer les pratiques, c'est important de déterminer, avant de changer les pratiques, d'évaluer qu'est-ce qu'on fait, l'efficacité de nos pratiques et de voir, selon les données probantes, est-ce qu'il y a des méthodes d'intervention ou des données qui démontrent qu'on pourrait utiliser certaines formes d'intervention ou certaines modalités d'intervention. Donc, l'aspect d'efficacité, d'évaluer ce qu'on fait sur le terrain, mais aussi le rapport coût-efficacité. Donc, si vous pouvez avoir la même efficacité en 10 rencontres versus 20 rencontres, bien, on privilégierait faire 10 rencontres plutôt que 20. Donc, tous ces éléments-là qui sont interreliés là, dans les données probantes là, dans le réseau de la santé. Donc, un premier point que je voulais aborder peut-être plus en détail, c'est le rapport de la Société canadienne de psychologie qui s'est posé sur vraiment les données probantes au niveau des traitements psychologiques. Et ce qui est intéressant, et je vous encourage fortement à aller lire le rapport sur le site de la CPA, en fait, et toutes les références que je vous ai données, que je vais vous donner au cours de la présentation, sont relativement accessibles et simples à lire. Donc, il y a des données vraiment intéressantes. Ce que je trouve utile ici, c'est que la SCP s'est basée sur comment on peut évaluer les niveaux de preuve, mais aussi comment on peut adapter ces différents traitements-là à la clientèle qu'on voit sur le terrain. Donc, ils nous disent, dans le fond, que là, malheureusement, c'est un point que je voulais souligner, le rapport de la SCP n'est pas disponible en français. Donc, il est seulement disponible en anglais pour l'instant, mais on a traduit, c'est une traduction libre là, des points à retenir. Donc, les preuves pour recommander ou fournir un traitement devraient provenir de la recherche et des études de traitement, donc les études d'efficacité, la recherche sur les processus de traitement, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la thérapie, et la recherche psychologique fondamentale, donc vraiment les processus fondamentaux associés à notre compréhension de l'être humain, entre autres. Avant de fournir un traitement, les psychologues devraient d'abord considérer la hiérarchie des preuves disponibles pour les traitements considérés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le niveau de preuve est variable et avant de prendre une décision sur un traitement, on devrait consulter quelles sont les données accumulées, quel est le niveau de preuve des données qu'il y a de disponibles. Donc, les meilleures données disponibles, donc on va favoriser les preuves les plus hautes dans la hiérarchie, qui vont comprendre des résultats répliqués dans d'autres études et qui utilisent des méthodes qui tiennent compte des menaces à la validité. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que pour démontrer empiriquement qu'un traitement est efficace, il faut contrôler un maximum de variables pour être capable de dire que ce que j'ai fait, c'est ce qui est efficace. Donc, c'est un peu les critiques qui étaient amenées au manuel de traitement, entre autres, mais les contrôles expérimentaux qui sont mis en place sont là pour s'assurer que si j'observe quelque chose d'efficace, mais je peux savoir qu'est-ce qui est efficace exactement. Et aussi, l'autre aspect qui est important, c'est la validité externe, c'est-à-dire, bien quand j'ai démontré que mon traitement était efficace dans des études contrôlées, randomisées avec plusieurs contrôles et plusieurs critères d'exclusion, après, je sais qu'est-ce qui est efficace dans mon traitement, je peux le transférer et le tester en milieu clinique en ayant moins de contrôles expérimentaux, donc permettre une plus grande comorbidité, sévérité, etc. Et là, le test, selon moi, de l'efficacité, l'efficience est vraiment à ce niveau-là. Si mon traitement est encore efficace sur le terrain, avec un minimum de critères d'exclusion, bien là, les données probantes sont utiles et pertinentes. Donc, vous avez ici la pyramide proposée par la SCP, qui est assez similaire à d'autres organismes, en fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau 1, en fait, le niveau de preuve le plus élevé, c'est les revues systématiques de plusieurs essais randomisés contrôlés ayant une validité interne élevée et, si possible, aussi une validité externe, donc la possibilité que l'efficacité est aussi observable sur le terrain. Donc, ça, c'est le niveau de preuve le plus élevé. Donc, on va voir ensemble que pour les troubles anxieux, la dépression, entre autres, il y a plusieurs interventions pour lesquelles on n'a pas quelques études, mais qu'on a des centaines d'études qui démontrent clairement l'efficacité de la psychothérapie et de certaines formes de psychothérapie, entre autres. Après, le niveau de preuve diminue assez rapidement. Le deuxième niveau de preuve, ce n'est pas une revue systématique, mais c'est des études prises individuellement de grande qualité. Le troisième niveau, c'est des études avec certaines failles méthodologiques. Et le quatrième niveau, c'est les consensus d'experts. Donc, on voit ici que les consensus d'experts sont utiles, intéressants, mais ne vont pas remplacer les revues systématiques des données probantes parce que les revues d'experts sont fortement influencées aussi par l'expérience des experts et aussi les biais que les experts peuvent avoir. Donc, ce n'est pas que les consensus d'experts ne sont pas importants ou pertinents,
C'est juste que lorsque des revues systématiques qui démontrent l'efficacité d'une intervention, ce niveau de preuve-là a priorité sur les consensus d'experts. Et le dernier niveau, dans le fond, c'est les données non publiées, l'opinion professionnelle et l'expérience passée, pas parce que ce n'est pas pertinent, mais il y a tellement de biais qui peuvent affecter l'interprétation de ces données-là que c'est difficile d'en tirer une conclusion généralisable pour l'ensemble de la population. Donc, la CEPA continue en nous disant que dans les cas où il y a peu de recherche sur les traitements, les guides de pratique basés sur un consensus peuvent être disponibles. Donc, l'idée, c'est que s'il y a pour une problématique donnée, il n'y a pas beaucoup de preuves, bien, les consensus d'experts à ce moment-là deviennent des fois le niveau de preuve le plus élevé. Mais lorsqu'il y a des données suffisantes, bien, le consensus d'experts est un niveau de preuve moins élevé. On doit aussi évaluer constamment les symptômes en cours de traitement et le psychologue ou le psychothérapeute ne doit pas hésiter à modifier son traitement et de modifier la hiérarchie des preuves si en cours de traitement, le patient, par exemple, ne s'améliore pas. OK, donc, une revue systématique des connaissances assez récente, c'est la revue par l'Australian Psychological Society, qui ont fait une mise à jour de leur revue de la littérature de façon très rigoureuse. Donc, ils ont évalué pour l'ensemble des troubles. Aujourd'hui, je vais juste vous souligner les résultats pour les troubles anxieux et les troubles de l'humeur. Donc, le niveau de preuve 1, en fait, c'est les revues systématiques de tous les essais contrôlés randomisés, qui est l'équivalent du niveau 1 de la SCP. Le niveau 2, c'est au moins un essai contrôlé randomisé bien conçu, qui est l'équivalent, je dirais, du niveau 2 de la SCP. Mais on voit déjà qu'il y a un décalage important entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc, dans le niveau 1, on peut parler de plusieurs études. Dans le niveau 2, on peut parler d'une ou de quelques études. Donc, il y a déjà une étape importante entre le niveau de preuve 1 versus 2. Niveau de preuve 3, des études qui peuvent présenter différentes faiblesses méthodologiques. Les niveaux 4, finalement, c'est les séries de cas pré-test, post-test, sans groupe contrôle. Donc, évidemment, ça, c'est le niveau de preuve le moins élevé. Ça peut être utile pour faire une étude pilote ou aller chercher des données préliminaires, mais c'est insuffisant pour tirer des conclusions sur l'efficacité d'une intervention. Donc, si j'ai un groupe à qui je donne l'intervention, que j'évalue avant et après, je n'ai pas de groupe contrôle, il n'y a pas de randomisation, à ce moment-là, les conclusions que je tire sont utiles, mais pas suffisantes pour générer là, une modification des pratiques. Donc là, excusez le tableau, je ne suis pas très habile là, au niveau des PowerPoint et tout ça, donc c'est le mieux que j'ai pu faire, mais c'est juste pour vous résumer en un tableau une partie du rapport là, de l'APS. Dans le fond, vous pourrez aller voir, c'est disponible là, sur Internet. Ce que j'ai mis en jaune, c'est tous les traitements qui ont démontré une efficacité soit niveau 1 ou niveau 2 pour les troubles de l'humeur et les troubles anxieux. Donc, ce qu'on retient rapidement, en fait, on peut voir que la TCC, dans le fond, a un niveau de preuve 1 pour l'ensemble des troubles de l'humeur et les troubles anxieux, et un niveau de preuve 2 pour le trouble bipolaire, ce qui est la même chose pour le trouble bipolaire pour la thérapie interpersonnelle, familiale, mindfulness et psychoéducation. Lorsqu'il y a une étoile, c'est que les conclusions, c'est-à-dire que le traitement était administré aussi avec une médication. Donc, dans le cas du trouble bipolaire, la psychothérapie seule n'est pas efficace, elle est toujours administrée avec une médication. Donc, si on regarde aussi l'ensemble du tableau, on voit que les self-help, en fait, qui est l'auto-soin, c'est quand même une efficacité là, démontrée pour la dépression et la plupart des troubles anxieux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore là, l'auto-soin, c'est beaucoup basé sur les traitements, les principes de TCC. Donc, si on regarde pour les troubles anxieux, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres traitements à part la TCC et l'auto-soin qui ont démontré une efficacité. Il y a peut-être la psychoéducation pour le trouble panique, donc d'avoir de l'information sur mieux comprendre le trouble panique, ça peut être utile. Et la psychodynamique pour le trouble d'anxiété généralisée et pour l'anxiété sociale, mais c'était avec médication. Lorsqu'on va au niveau des troubles de la dépression, bien là, c'est différent. On voit que la ligne est dans l'autre sens, elle est horizontale au lieu de verticale. Il y a plusieurs traitements qui ont démontré leur efficacité dans le cas de la dépression majeure, en particulier la TCC, l'IPT, la thérapie psychodynamique, emotion focus, etc. Mais encore là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde la somme des données probantes, il y a un nombre plus élevé de données probantes pour la TCC, l'IPT, l'activation comportementale, entre autres.
Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la dépression, les données probantes sont plus importantes pour la TCC, l'IPT, l'activation comportementale, mais il y a plusieurs autres traitements qui ont démontré une efficacité. Je pense que c'est bien présenté là, dans le protocole de faire face à la dépression au Québec. Pour les troubles anxieux, encore une fois, la TCC est l'approche qui a démontré le plus d'efficacité. Il n'y a pour l'instant pas vraiment d'autres approches qui ont démontré une efficacité pour le traitement des troubles anxieux, des interventions d'autre intensité. Puis, si vous voulez vraiment une lecture intéressante, accessible, c'est l'article de Hunsley, Efficacy, Effectiveness of Psychological Treatments for Mood and Anxiety Related Disorders, qui regarde non seulement l'aspect efficacité, donc les essais randomisés, mais aussi l'aspect efficacité concrète sur le terrain. Donc ça, c'est une bonne synthèse. Vous avez un article à lire, lisez celui-là, c'est très bien fait. Donc, une critique qui est souvent faite aux données probantes, c'est l'idée que oui, ça fonctionne, par exemple, dans un essai randomisé contrôlé dans un centre de recherche spécialisé aux États-Unis, mais est-ce que ça fonctionne vraiment sur le terrain avec la clientèle que moi je vois, par exemple, en bureau privé ou au CIUS ou peu importe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était vrai cet argument-là il y a peut-être un 10-15 ans, mais depuis, il y a eu beaucoup d'études qui ont justement testé cet élément-là, les études dans le milieu naturel, les essais pragmatiques où on mesure ce qu'on appelle l'effectiveness, la validité externe. Et une étude ici de Hunsley, entre autres, a évalué 21 études pour les adultes et 14 études pour les enfants adolescents, effectuées dans le milieu, et arrive essentiellement à la conclusion que les traitements fondés sur des données probantes, lorsqu'appliqués en milieu clinique avec une vraie clientèle, avec peu de critères d'exclusion, l'efficacité est souvent comparable. Donc, les données actuelles permettent de dire que, en fait, les données probantes sont aussi efficaces lorsqu'appliquées dans le milieu clinique comme tel. Ça nous amène au rapport coefficacité de la psychothérapie. Et là, encore là, c'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Ça l'a amené le NICE, entre autres, à produire des guides de pratique pour différents problèmes. Donc, si vous voulez avoir une idée des données actuelles pour un trouble spécifique, NICE tient ça à jour. Et ça a aussi amené la modification des pratiques en Australie et en Angleterre, entre autres pour le projet Improving Access to Psychological Therapies, où, basé sur les données probantes, le gouvernement a modifié ses pratiques, a modifié ses services en instaurant différentes modalités psychothérapeutiques pour lesquelles il y avait le plus de données, entre autres la TCC, thérapie interpersonnelle, etc. Plus proche de nous, on a l'INES qui a produit un rapport en 2015, et je le connais bien, j'ai été réviseur expert sur ce rapport-là, donc je vais vous en parler un peu. Donc, le rapport de l'INES, en fait, voulait faire un examen des données probantes sur l'efficacité et le coût de la psychothérapie comparativement à ceux de la pharmacothérapie dans le traitement des adultes atteints de troubles anxieux et dépressifs. Donc, l'idée, c'est, on sait que la pharmacothérapie fonctionne, est-ce que la psychothérapie fonctionne aussi bien, c'est quoi le rapport coût-efficacité? Donc, c'est vraiment une revue systématique des études qui ont été faites. Et là, dans la recherche qu'ils ont faite de la littérature, ils sont tombés sur la revue de l'Australian Psychological Society que je vous ai présentée. Ils ont jugé qu'elle était d'une excellente qualité. Donc, ils ont simplement fait une mise à jour de cette revue-là. Donc, les constats que je vous ai présentés tantôt s'appliquent au rapport de l'INES parce que c'est les mêmes données, avec une mise à jour, en fait, pour la période de 2009-2013. Donc, 12 revues systématiques additionnelles et méta-analyses ont été ajoutées et 3 études pour l'analyse économique ont été abordées. Les conclusions de l'INES sont similaires à l'association australienne. Donc, l'efficacité de la psychothérapie est similaire à celle de la pharmacothérapie. L'effet de la psychothérapie a tendance à se maintenir plus longtemps que celui de la pharmacothérapie. Donc, il y a moins de rechutes à long terme. La combinaison psychothérapie et pharmacothérapie est plus efficace que la psychothérapie seule dans les cas les plus sévères. Les analyses économiques publiées tendent à montrer un meilleur rapport coût-efficacité de la psychothérapie comparativement à celui de la pharmacothérapie, donc une rentabilité à plus long terme. L'accès à la psychothérapie par les patients présentant un trouble anxieux ou dépressif modéré devrait être une avenue à préconiser. Donc, juste pour vous souligner que, bien que le rapport de l'INES nous parle de la psychothérapie, si vous lisez le rapport en détail, on va se rendre compte que la plupart des études qui ont évaluent la TCC, et les 3 études économiques évaluent en fait la TCC. Donc, il y a une autre étude ici qui s'est intéressée justement à l'aspect économique de la TCC pour les troubles mentaux.
Et dans les 22 études identifiées, il y en avait 18 qui s'intéressaient aux troubles de l'humeur, aux troubles anxieux. Ils arrivent à la même conclusion que l'INES. La TCC est aussi efficace et moins dispendieuse que la médication. Les coûts initiaux de la TCC sont compensés par une utilisation réduite des soins de santé. Donc, une plus grande accessibilité de la TCC, où on pourrait parler d'approche fondée sur des données probantes, pas seulement la TCC, pour avoir un impact sur la diminution des coûts de soins de santé. Donc, en conclusion, plusieurs études ont démontré l'efficacité, le rapport coût-efficacité des traitements psychologiques spécifiques. Il y a plusieurs formes de traitements psychologiques efficaces pour plusieurs problèmes de santé mentale. Donc, il n'y a pas juste une approche, il y a plusieurs approches. Les études qui permettent d'arriver à ces conclusions sont rigoureuses et nombreuses. Comme je vous dis, on parle de centaines d'études ici, pas de quelques études. Ce qu'on voit pour les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, en fait, c'est que la TCC est le traitement qui a accumulé le plus de données probantes. L'efficacité et l'accessibilité à ces interventions psychologiques de haute intensité demeurent un défi dans le réseau de la santé. En fait, le problème ici, c'est qu'on sait, ces données-là nous disent que c'est efficace sur le terrain. Maintenant, c'est peu accessible et d'évaluer l'efficacité réelle dans notre réseau ici au Québec, c'est quelque chose qui est encore en développement. Donc, tant qu'on n'aura pas ces données-là, on ne pourra pas confirmer que c'est aussi efficace là, ici dans le réseau de la santé. En terminant rapidement, juste deux exemples d'implantation d'études qu'on a fait ou qui sont en cours. Donc, on a implanté un groupe psychoéducatif pour le trouble bipolaire dans 2 C3S et à l'Institut universitaire santé mentale. On l'a administré à 73 patients. On a formé 15 thérapeutes à donner l'approche. On s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration des connaissances, une meilleure acceptation de la maladie, diminution des symptômes dépressifs et un niveau de satisfaction élevé, autant des participants que des animateurs. Par contre, l'implantation nous a démontré que la formation des intervenantes était importante. Donc, il y avait un niveau variable de formation qui s'est produit et plus il y avait de formation, plus l'intervention était implantée de façon efficace et plus il y avait une diminution au niveau de la formation, on perdait en efficacité. Donc ça nous permet de dire que le transfert de connaissances, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas juste on l'implante et ça fonctionne. Il y a tout un processus de recherche associé au transfert d'implantation pour garder cette efficacité-là. Et une dernière une étude qui débute en fait avec moi-même et Pascal Roberge. On va implanter un groupe transdiagnostique pour les troubles anxieux. Donc, au lieu d'implanter un protocole, disons pour un trouble anxieux spécifique, on va implanter un groupe de traitement pour l'ensemble des troubles anxieux. Et ça va avoir lieu à Sherbrooke, Québec et Laval. Et l'objectif va être d'évaluer sur le terrain le rapport efficacité et coût-efficacité des traitements fondés sur les données probantes basés sur la TCC dans le réseau de la santé, donc avec un minimum de critères d'exclusion. Je termine avec cette citation-ci que j'aime bien, qui est tirée du livre de Nathan Gorman, qui est un livre qui s'appelle A Guide to Treatments That Work. Donc, ils font une révision des traitements pharmacologiques et psychologiques qui fonctionnent selon les données probantes. L'édition la plus récente, c'est 2015. Ils nous disent « In the absence of science, opinion prevails ». Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si on n'a pas de données probantes pour baser nos décisions, ce qui nous reste, c'est l'opinion. Et notre opinion peut être bonne, peut être fausse, peut être biaisée, mais tant qu'on n'a pas de données, à ce moment-là, on reste dans du domaine de l'opinion où l'hypothèse est testée. Donc, moi, je vous encouragerais, lorsque vous avez des réactions par rapport aux données probantes, de vérifier le bien fondé de ces opinions-là et de voir est-ce qu'il y a des données de recherche qui permettent de répondre ou non aux opinions. Et lorsque ce n'est pas possible, à ce moment-là, la recherche, c'est ce que ça fait. Ça nous permet de mettre des études en place pour aller tester ces hypothèses-là. Donc, une hypothèse qui est le traitement basé sur les données probantes ne sont pas efficaces avec une clientèle complexe, c'est une opinion, c'est faux. Les données récentes démontrent que ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que ça fonctionne dans le réseau ici au Québec? Là, on est dans cette étape-là de transfert des connaissances. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que ça ne fonctionne pas. On va aller évaluer concrètement et lorsqu'on aura les données, là, à ce moment-là, ça ne sera plus du domaine d'une opinion, une hypothèse, mais des données probantes. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Martin. C'est très rigoureux comme présentation. Je vais maintenant céder la parole à M. Rodrigue Côté. Rodrigue Côté va nous présenter un peu les défis rencontrés justement quand vient le temps d'implanter ces meilleures pratiques, s'inspirer des meilleures pratiques pour amener des changements dans les services de santé mentale adultes.
Rodrigue est directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance, violet également maintien dans la communauté au CIUS de la capitale nationale. Alors, bonjour tout le monde. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, je trouvais intéressant de pouvoir parler un peu, de tracer un bref historique de où on part pour être capable de bien comprendre comment mener le changement. Donc, avant 2005, on se rappelle que les services s'adressaient aux personnes présentant des troubles de santé mentale menacés et des troubles de santé mentale diagnostiqués. Il faut voir qu'à cette époque-là, on était davantage avec des équipes qui étaient composées principalement de travailleurs sociaux. C'est juste en 2005, avec l'arrivée du nouveau plan d'action, qu'on commence à avoir des balises plus précises et qu'on referme un peu l'accès aux services de santé mentale aux personnes qui ont un diagnostic. J'appelle ça passer de la période de réponse aux besoins à celle de réponse aux besoins, symptômes et diagnostics, puisque avant 2005, on parlait beaucoup des besoins des personnes, alors qu'avec l'arrivée du plan d'action, non seulement les troubles de santé mentale menacés sont maintenant exclus des services, mais on a introduit beaucoup la partie diagnostic et la partie symptômes. La transformation des équipes, évidemment, suit un peu cette tendance-là. On passe des équipes à volet social pour des équipes à volet social et psychothérapeutique. On est passé des 2 tiers de nos travailleurs qui étaient des travailleurs sociaux dans les équipes de santé mentale, avec l'arrivée du plan d'action en 2005, pour arriver à 2 tiers du personnel qui étaient des psychothérapeutes. Évidemment, le guichet d'accès faisait partie aussi des prémices qui venaient, dans le fond, davantage resserrer l'accès, le psychiatre répondant et les niveaux de service. Donc, c'est des balises qui venaient un peu nous guider dans l'organisation des services. On parlait de hiérarchisation des services, de continuum de services, de soutien clinique médical et de soins de collaboration. On commençait à parler de l'importance d'avoir des approches de qualité, donc, et que l'organisation des soins et des services via les modèles de soins en étapes était effleurée dans le cours des travaux. Si on continue toujours dans les défis et enjeux d'implanter les meilleures pratiques, évidemment, pour les organisations, les modèles théoriques provenaient majoritairement de la deuxième ligne. On était à l'étape où la première ligne était très peu développée, peu documentée, et souvent, ce qu'on implantait du côté de la première ligne, c'était des modèles qui s'étaient avérés efficaces du côté de la deuxième ligne. L'Institut universitaire, d'ailleurs, en première ligne, n'existait pas. Elle est arrivée seulement en mars 2015. Donc, on voit un peu là, de où partaient les organisations. Le choix des modèles théoriques en première ligne était très peu documenté. Tout à l'heure, Martin parlait du travail de l'INES. Donc, on se rappelle qu'à l'époque, dans le fond, dans toute cette implantation-là, faire des choix de modèles théoriques et les retenir était un défi qui était souvent individualisé à chacune des organisations. Peu de soutien, puisqu'on avait des conseillers cadres en travailleur social, en soins infirmiers, en ergothérapie. Mais vous l'avez remarqué, pas de soutien ou de conseiller cadre du côté de la psychologie. On n'avait pas de modèle d'organisation des services. De plus en plus maintenant, on commence à parler des modèles théoriques, mais on parle aussi à l'intérieur du nouveau plan d'action des modèles d'organisation de services, dont les soins en étapes. L'accès aux experts était souvent des personnes qui étaient externes aux organisations, donc demandaient des négociations et des ententes pour être capable d'offrir le service et le transfert de connaissances, qui lui se faisait davantage entre intervenants de première ligne, peu avec les intervenants de la deuxième ligne. Toujours dans les défis pour les intervenants, évidemment, avec l'arrivée du plan d'action, on avait l'impression qu'on entrait dans les bureaux des intervenants, qu'on devenait plus prescriptif quant au modèle théorique. Donc, et on parlait aussi de meilleures pratiques qui sont souvent pour des coupures. Donc, Martin en parlait tout à l'heure. Et on avait beaucoup de difficultés à faire la transition vers ces modèles de pratiques-là. Les assises pour implanter les meilleures pratiques. Évidemment, à mon avis, le plan d'action 2015-2020 nous offre certaines possibilités. Évidemment, quand on y réfère, on retourne à la hiérarchisation des services, on précise l'importance que 70% des besoins doivent être répondus en première ligne. On comprendra que souvent dans les pratiques, un des défis était que la troisième se définissait, par la suite la deuxième, et la première se définissait un peu par défaut. Donc, évidemment, quand on part sur les soins en étapes, on est en train d'inverser ce jeu de pyramide-là, où on dit que ça prend d'abord une base solide, donc bien définir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et après définir ce
que doit être le niveau de la deuxième et de la troisième ligne. Les niveaux de soins de service sont déterminés en fonction des symptômes, des besoins, et non uniquement en fonction du diagnostic. Et ça, c'est une prudence qu'on amène beaucoup aux intervenants, de ne pas tomber dans le piège de ne travailler que sur le diagnostic, mais rester collé à l'importance de bien parcourir aussi les besoins. Les services spécialisés sont là pour les consultations ponctuelles, donc évaluation et précision diagnostique, recommandations pour les traitements et les problèmes complexes. C'est important de bien ramener le rôle du service spécialisé, d'où l'importance de bien définir la base avant d'y arriver. À l'intérieur du continuum de service, on parle d'intervention de traitement selon une approche biopsychosociale et de transfert de connaissances du professionnel répondant et des médecins psychiatres ou psychiatres répondants. Toujours dans le plan d'action, on aborde beaucoup la qualité de l'approche clinique où on parle du rôle actif des utilisateurs et son entourage. Je mettais en exemple ici l'autotest, le PFQ9 et le 4-7, le soutien à l'autogestion. On veut de plus en plus axer vers des approches où l'usager a un rôle actif à l'intérieur du traitement. L'utilisation de protocoles et outils reconnus. Tout à l'heure, Martin parlait de faire face à la dépression. Donc, il est mentionné aussi à l'intérieur du plan d'action. C'est ce qui vient nous aider non seulement à identifier les modèles cliniques, mais aussi le modèle d'organisation. La supervision clinique, on vient de la préciser en disant, doit être centrée sur la qualité et visant une optimisation, l'efficacité et l'efficience des services. Toujours dans le plan d'action 2015-2020, on aborde l'importance d'avoir un accès équitable aux services de psychothérapie pour les personnes atteintes de troubles mentaux qui les requièrent. Le ministère suit les travaux effectués par l'INES, donc on décrit simplement là, les 3 volets. Le volet 1 à ce jour est terminé, le volet 2 parlant des modèles organisationnels est terminé, et le volet 3 devrait débuter à l'automne, donc c'est ce qui devrait normalement venir soutenir le côté de gestion et l'organisation des services à l'intérieur des services de première ligne. Évidemment qu'il faut aller voir les opportunités que nous offre le SUS. Non seulement nous avons maintenant à l'intérieur des SUS les instituts universitaires en première ligne qui sont tombés officiels à partir du mars 2015. Donc, c'est pour nous, dans le fond, une première fois où on a des instituts qui se préoccupent du développement de connaissances à l'intérieur des services de première ligne. Les SUS disposent aussi d'une direction de l'enseignement et affaires universitaires, ce qui n'est pas négligeable, puisque à l'intérieur d'une mise en place de services bien soutenus et hiérarchisés, ça devient important d'avoir une direction qui utilise ou identifie les bonnes façons de faire pour en arriver à un transfert de connaissances qui est efficace. Le regroupement de la première, de la deuxième et de la troisième ligne est aussi pour moi une opportunité importante. On a été souvent dans le passé à se consulter la première et la deuxième ligne. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une obligation de s'entendre sur une vision commune de ce que doit se faire en première et en deuxième ligne. Donc, c'est plus qu'une invitation polie à se consulter, à s'entendre. Nous sommes dans des opportunités de changement qui nous obligent à en arriver à un arrêt sur comment bien définir la séquence entre la première et la deuxième ligne. On a un beaucoup plus grand nombre de psychothérapeutes et autres professionnels en santé mentale, ce qui favorise le développement et le transfert des connaissances. Évidemment, on est passé, si je prends l'exemple de l'ancien C3A de la Vieille-Capitale, avec un nombre d'environ 20 psychologues ou psychothérapeutes, on est maintenant tout près de 80 dans le Grand SUS. Donc, vous voyez un peu le potentiel que tout ça peut amener. Tout à l'heure, on vous présentait les conseillers cadres en travail social, en soins infirmiers, en ergo. Maintenant, il y a un conseiller cadre en psychologie et ergo et TS, évidemment, sont demeurés là, mais ça vient nous aider beaucoup dans le choix et dans le soutien des transferts de connaissances qu'on doit actualiser. Les spécialistes en activité clinique sont aussi une pièce maîtresse qui devrait nous permettre de bien descendre, dans le fond, et soutenir le développement des compétences de nos intervenants. À l'intérieur du plan d'action, on parlait du mandat élargi vers la première ligne des traitements première ligne pour le Centre national d'excellence. Donc, pour nous aussi, c'est la bienvenue, puisque tout à l'heure, Martin parlait de 400 modèles théoriques qui existent en termes de modèles de pratique. Vous comprenez que chacune des organisations, chacun des psychologues ne peut pas faire la recension de tous ces modèles-là et en arriver à faire un choix éclairé. Il nous faut nécessairement avoir des instances qui ont ce mandat-là, qui ont la préoccupation non seulement de bien documenter les bonnes pratiques, mais je dirais aussi de voir arriver les nouvelles pratiques émergentes. Parce que je pense que
ça devient très important non seulement de bien transmettre les pratiques reposant sur des données probantes, mais c'est tout aussi intéressant pour nous de voir les nouvelles pratiques en émergence qui devraient normalement attirer notre attention, puisqu'ils deviennent souvent celles qui s'implantent et sont démontrées comme efficaces dans le futur. Le thème 5, je l'appelais des services qui se précisent et s'organisent. Donc évidemment, les soins en étapes mis sur la base de la pyramide, je trouve important de le ramener. C'est la première fois qu'on aborde l'organisation des soins à l'intérieur de la première ligne et qu'on vient placer toute l'importance de bien hiérarchiser ces soins-là et préciser qui fait quoi à l'intérieur de chacune des étapes. Je dirais que l'évaluation soutien psychoéducation, la partie étape 1, était quand même quelque chose qui était bien implanté. La partie intervention psychosociale et psychologique de faible intensité, donc le soutien à l'autogestion des soins, débute dans la région. On le fait plus avec la partie des personnes en dépression. On le fait beaucoup moins avec la partie troubles anxieux. Les groupes psychoéducatifs étaient déjà bien implantés et les groupes de résolution de problèmes et fonctionnement social qui sont aussi des approches reconnues. On arrive à l'étape 3 où on parle de pharmacothérapie et d'intervention psychologique de haute intensité, qui est davantage le thème qui nous intéresse aujourd'hui. À l'étape 5.2, un outil pour prioriser, je le montre à titre d'exemple, mais le but n'est pas de le parcourir, c'est plutôt, dans le fond, d'amener une certaine importance à l'effet de bien documenter et d'avoir des outils qui nous permettent de guider, de soutenir nos décisions. Vous retrouvez à 5.2 toujours des outils pour orienter. C'est un exemple d'arbre décisionnel que j'ai fait parvenir à Hélène, qui pourra être disponible. Évidemment, cet arbre décisionnel-là a été fait en lien avec notre organisation de service à nous. Donc, évidemment, que si vous essayez de le reproduire tel quel, vous risquez d'avoir certaines difficultés. Le but est davantage d'aller voir sur quoi reposent les prises de décision. Vous voyez que celui des troubles dépressifs repose beaucoup sur le PHQ-9. Et le but était de soutenir nos cliniciens dans la prise de décision quant à l'orientation vers le bon service. L'intervention de groupe, il y avait déjà eu un webinaire qui en avait parlé, donc vous comprendrez tout l'intérêt qu'on y porte. L'intention qu'on a à l'intérieur de cette démarche-là est beaucoup d'amener à devenir beaucoup plus accessible en termes d'efficacité. Et de plus en plus, vous allez voir que l'intervention de groupe axe de plus en plus vers des interventions de groupe qui reposent sur des approches de psychothérapie et qui vient contrebalancer l'importance qu'on avait accordée antérieurement à la partie psychoéducative. Donc, pour être capable de donner accès à l'ensemble de notre clientèle, l'une des opportunités qu'on voit, puisque probablement comme partout au Québec, on fait face à de longues listes d'attente et c'est très difficile de réussir à donner accès à des personnes pour qui la priorisation du service est plus faible. Donc, une des façons de contrer est d'essayer d'implanter davantage toute la partie d'intervention de groupe à l'intérieur de nos équipes, mais davantage de l'intervention de groupe que j'appellerais de haute intensité, qui repose sur des modèles de pratiques documentées. L'intervention psychologique de haute intensité, donc vous voyez les suivis de groupe. Pourquoi on le fait, comme je vous disais, l'améliorer l'accès, tout ça. Mais évidemment aussi, on regarde dans les troubles anxieux, ce qu'on tente d'implanter, c'est des approches des modèles de TCC qu'on tente d'implanter à l'intérieur de nos groupes et aussi de pleine conscience. Dépression majeure, on y va avec la PTI, la TCC et aussi la pleine conscience. Donc, l'intention est vraiment d'avoir de nouveaux groupes plus la volet psychothérapeutique. Les suivis individuels sont les suivis qui sont réservés aux personnes pour qui, dans le fond, l'accès à la thérapie de groupe est impossible, pour ça pour plusieurs raisons. Donc, on reprend les mêmes modèles cliniques. Et l'intention, quand je vous disais que pour les intervenants, on a l'impression qu'on entre à l'intérieur des bureaux, évidemment qu'on est tout à fait conscient de l'impact que ça crée. Ce qu'on dit, c'est que les autres modèles, on ne les écarte pas, mais le transfert de connaissances, le soutien qu'on donne à nos intervenants dans le développement des compétences va prendre davantage l'appui sur les modèles théoriques qui sont retenus en première ligne afin de s'assurer que tous nos professionnels ont dans leur coffre à outils les modèles théoriques reconnus en première ligne. Donc, le choix des modèles cliniques, des critères pour choisir les modèles cliniques, mais je dirais, mais pas de proposition de modèles. Je faisais l'exemple, en en suivi intensif ou en soutien d'intensité variable, où on est davantage avec des modèles prescrits et où le Centre national d'excellence est en soutien dans l'implantation des pratiques. Je disais un peu plus loin, on a de l'espoir quand même avec les travaux sur l'identification des modèles menés par l'INES.
choisir le ou bon modèle en première ligne via les modèles organisationnels, l'identification des modèles en émergence versus données probantes. Un défi, l'intervention psychologique de haute intensité doit demeurer fidèle au mandat de première ligne, puisque c'est sûr que dans l'intention, il faut nous assurer que nos choix de modèles sont non seulement des modèles efficaces, mais sont aussi des modèles efficaces qui sont bien adaptés à l'organisation des services de première ligne, donc davantage sur des approches court terme. Le transfert de connaissances, évidemment, on avait mis beaucoup l'accent dans le passé sur le transfert de connaissances organisationnelles. Avec la nouvelle direction sur l'enseignement et le transfert de compétences, donc on dit le soutien clinique doit miser sur le développement par compétences. Donc, mais pour être capable de le faire, il faut identifier les compétences transversales et par profession. Il faut d'abord s'arrêter sur les modèles théoriques ciblés et recommandés en première ligne. Il faut donner des accès à la consultation professionnelle individuelle et de groupe. Et il faut aussi offrir de la supervision clinique en individuel et en groupe. Tout ça en lien avec d'abord les modèles choisis dans pour chacun des diagnostics et des besoins des personnes. Ça devrait normalement conduire aussi à un plan de développement personnel pour chacun des intervenants. Tout ça dans le but de nous assurer que nos intervenants se sentent bien soutenus dans l'intégration des nouvelles compétences, dans l'intégration des nouveaux modèles et qui sentent que l'organisation se responsabilise par rapport à ce défi-là afin de s'assurer que nos intervenants sont soutenus une fois le choix des modèles bien arrêtés et bien développés. Alors, je tiens à remercier Rodrigue et Martin pour leur présentation. Comme vous pouvez voir, le défi de nos webinaires ont toujours été de tenter de partager l'information à la fois théorique et de venir illustrer avec les défis du milieu où peuvent être rencontrés là, chacun des thèmes qui sont abordés. J'inviterai donc les participants. Vous pouvez commencer à inscrire vos questions ou vos commentaires aussi dans la zone de conversation. Moi, je vais me permettre peut-être une première question à Monsieur Rodrigue Côté. Rodrigue, à travers le projet les projets cible qualité, en fait, il y en a eu 2 également, les travaux menant au développement du protocole de soins sur la dépression. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, vous l'avez nommé, c'est toujours un défi de trouver à la fois le bon traitement, mais pour des usagers qui, dans le réseau public, ont souvent des problèmes complexes, font face à des problèmes psychosociaux divers. Comment vos intervenants et comment vous avez su rallier les intervenants pour revoir les modèles de soins et les modèles organisationnels? Je pense que c'est un défi qui demeure encore vrai aujourd'hui. C'est encore beaucoup amené la difficulté d'avoir des modèles qui se transposent et qui sont efficaces malgré la comorbidité. Cependant, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que pour nos professionnels qui maîtrisent bien les modèles qui sont présentés, de plus en plus sont capables de nous dire que malgré le fait qu'on a 1, 2 ou 3 problématiques, lorsque la possession du modèle théorique est bien intégrée, ils sont de plus en plus habiles à être capables de transposer les connaissances et d'être capables de l'appliquer avec les personnes qui ont 1, 2, voire 3 problématiques associées. Je vais me permettre également un recul sur votre présentation. Et vous avez présenté une échelle et je nomme ici aux participants, vous êtes passé très rapidement sur l'échelle RIFCAS. On a souvent nommé, et je pense que je vais interpeller M. Provencher, pour faire l'évaluation du bon traitement à donner. On fait souvent l'évaluation symptomatique et diagnostique. Dans nos échanges pour la préparation du webinaire, M. Côté me soulevait qu'ils utilisent pas uniquement les outils d'évaluation de symptômes, mais également cette échelle-là qui introduit l'évaluation des risques, du fonctionnement, des comorbidités, des antécédents et des stress sociaux. Alors ici, aux participants du webinaire, cette échelle-là a été adaptée à Québec. Elle est initialement une échelle, l'échelle RIFCAS, qui est utilisée en santé mentale jeunesse. Et du côté de Québec, il y a eu des travaux de validation qui ont été faits par une étudiante, je crois, au doctorat. On n'a pas mis l'outil disponible à télécharger
pour la raison qu'une formation est requise pour l'utilisation de l'échelle. Monsieur Provencher, lorsque vient le temps de faire le choix d'un traitement, au-delà de l'évaluation diagnostique, quelles sont les recommandations pour planifier le plan de soins des patients? Alors ça, c'est une question qui ne se répondra pas en 5 minutes, mais je pense qu'il y a 2 niveaux de questions. Je vous dirais, en tant que psychothérapeute, lorsque j'évalue un client ou un patient, il y a une évaluation qui fait partie du traitement psychologique. Donc, je vais évaluer les diagnostics, les symptômes, mais toutes les sphères de fonctionnement psychosociaux aussi. Donc, ça va être tenu en compte lorsque le patient est référé pour une psychothérapie. Ça va de soi. Là où la question est plus par rapport, je dirais, une intervention plus multidisciplinaire, comment arriver à déterminer. Je pense que l'outil qui est présenté ici, proposé, me paraît un outil là, intéressant. On peut être pour ou contre le DSM ou les diagnostics, mais quelque part, ça demeure un point de départ. Donc, une fois qu'on a évalué si la personne présente des symptômes plus anxieux ou dépressifs, qu'on a un diagnostic qui sont plus style trouble panique, par exemple, bien, à partir du traitement, du diagnostic, on peut identifier, voir si on a des traitements de haute intensité qui pourraient correspondre à ces difficultés-là. Et là, ce qui devient intéressant d'en tenir compte des données probantes, c'est de regarder justement les caractéristiques de cette personne-là que j'ai dans mon bureau. Est-ce qu'elle a des caractéristiques particulières qui correspondent moins bien au traitement qui est proposé? Et comment je vais adapter mon traitement, basé sur les données probantes, aux caractéristiques de cette personne-là? Alors ça devient important et un peu comme Rodrigue le disait, les thérapeutes qui ont plus d'expérience, qui maîtrisent bien les modèles, sont peut-être moins rigides dans l'application du modèle et vont être capables de l'adapter en fonction des particularités du participant comme tel. Donc, il y a vraiment une flexibilité. Je pense que ça, c'est un peu un mythe envers les données probantes et les manuels de traitement. Ce n'est pas quelque chose qui est appliqué de façon rigide. Ça prend une évaluation et ensuite une adaptation de ces données, ces meilleures pratiques-là, en fonction des caractéristiques du participant. En fait, ce que j'entends, c'est aussi de s'assurer de débuter le traitement au bon moment. Alors, où le patient aussi est prêt à recevoir le traitement, c'est-à-dire venir peut-être atténuer certains facteurs psychosociaux pour ensuite s'assurer que le patient va être dans une disposition à recevoir le traitement psychologique. D'où peut-être l'importance, Rodrigue, des équipes interdisciplinaires où le travailleur social, le psychologue peuvent également travailler de pair avec un même patient. Oui, c'est un excellent point. En fait, je pense que ce qu'il faut noter, c'est que c'est pas parce qu'une personne a des difficultés spécifiques, une dépression ou un trouble anxieux, qu'elle est nécessairement prête et réceptive à recevoir un traitement. Donc, il peut y avoir des facteurs psychosociaux qui sont présents et qui sont à l'avant-plan et qui doivent être adressés avant d'être capable de s'impliquer pleinement dans une psychothérapie. Donc, effectivement, oui, l'équipe multidisciplinaire, les travailleurs sociaux, les autres intervenants sont utiles parce qu'à ce moment-là, dans la vie de cette personne-là, le traitement psychothérapeutique de haute intensité n'est peut-être pas le bon moment pour l'implanter. Donc, il faut y aller vers d'autres services. Aussi, il faut comprendre que ces traitements psychologiques de haute intensité prennent pour acquis que la personne est dans, quand on parle des stades de changement, qu'elle est dans le stade d'action, qu'elle est prête à changer. Donc, alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, ça peut être utile d'avoir des interventions plus d'approche motivationnelle pour supporter la motivation de la personne à s'impliquer ou non dans un traitement. Donc, c'est des nuances qui sont effectivement importantes. On a une question, M. Lebel. Un des participants demande comment obtenir la formation pour le RIFCAS. Rodrigue, est-ce que tu as les informations ou on va faire les recherches du côté du réseau? Ben, moi, je pense que le plus simple, ce serait de me contacter directement. Je pourrais mettre la personne en contact avec notre psychothérapeute qui a créé l'outil. Et pour contacter Rodrigue, si vous êtes dans le réseau de la santé, Rodrigue Côté sur Lotus Note au CIUS. Et sinon, vous allez communiquer avec une responsable de Calaxia qui pourra également là, vous mettre en lien avec M. Côté. Le temps file et notre webinaire va se terminer à ce moment-ci. Je tiens à souligner que ce webinaire vient clore 8 années de précieuses collaborations entre une équipe de chercheurs, des cliniciens, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers et infirmières, médecins et psychiatres, des gestionnaires,
et de différents décideurs du Québec, ainsi que des acteurs du milieu communautaire. En fait, c'est plus de 200 personnes qui ont été impliquées dans nos projets de Coudjouac à Montréal. Nous avons été à même de constater qu'il peut y avoir en effet des écarts entre ce que la recherche nous recommande et la réalité du terrain. Par contre, lorsqu'un projet de recherche implique directement ces acteurs clés, des changements initiés par ces acteurs peuvent s'opérer et permettre aux personnes qui souffrent de troubles dépressifs et de troubles anxieux d'améliorer leur état de santé. Et tous les projets de recherche que nous avons faits, nous avions à cœur cette clientèle. C'est grâce aux travaux rigoureux de Pascal Roberge et de Louise Fournier que ce projet aura permis de soutenir la première ligne dans l'amélioration de la qualité des soins et des services pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux et de troubles de l'humeur. À toutes les deux, je vous remercie chaleureusement de m'avoir inspiré et motivé à demeurer impliqué directement dans l'organisation et la prestation des soins et services de santé mentale de première ligne. Ce fut un privilège d'être à vos côtés. En terminant, je tiens à remercier chaleureusement nos conférenciers, M. Provencher et M. Côté. Je tiens également à remercier nos agents de recherche qui ont soutenu tout au long de ces 8 années de recherche les projets. Annie Benoît, Anne-Marie Cloutier, Denise Koubagno-Kakis et Natacha Graham, également qui ont soutenu le projet pour l'organisation de la conférence. Cette conférence a été enregistrée, elle sera disponible sur YouTube. Vous recevrez également un questionnaire d'évaluation et d'appréciation. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée et bonne continuité dans vos projets respectifs.